savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les jeudis, on reçoit la visite de Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, qui choisit un élément dans l'actualité et qui vient nous le décortiquer parce qu'elle est bonne là-dedans. On va l'appeler ça de même. On va l'appeler, il y a des gens, c'est des déchiqueteuses, puis toi, t'es une décortiqueuse. J'aime mieux ça que déchiqueteuse. Ben oui, mais des fois, tu nous déchiquettes un sujet. Là, aujourd'hui, tu vas nous le décortiquer. Alors, tu as choisi de décortiquer le sujet de Russell Brand. Ouais. Explique-nous, il est dans l'eau chaude. Il est dans l'eau chaude. Je vous rappelle c'est qui, parce que là, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a son visage en tête quand on en parle. D'abord, un humoriste connu qui après a fait sa carrière en tant qu'acteur, très populaire à Hollywood aussi. Il a marié Katy Perry pendant 2 ans. Et là, maintenant, il a vraiment fait un virage. Il est sur YouTube et sur les médias. Il se considère comme un média indépendant. Bon, c'est lui, Russell Brand. Eh bien là, des allégations vraiment choquantes qui sont sorties, publiées par 2 grands médias britanniques, le Sunday Times et le Channel 4, qui ont révélé en fait que 4 femmes l'accusent de viol, d'agression sexuelle, d'abus émotionnels. Tout ça au moment où il était au paroxysme de sa popularité entre 2006 et 2013. Oui, c'est important de mentionner le moment où ça se serait produit. On va parler évidemment au subjonctif, au conditionnel, que c'est quand même ce qui lui est théoriquement reproché, c'est produit il y a 10 ans. Ouais. Donc, ça pose quand même aussi la question pourquoi ces femmes-là ont attendu si longtemps. Parce que c'est quand même plusieurs allégations qui sortent en même temps, mais sur des faits qui se sont produits il y a 10 ans. Donc, c'est quand même le tu contexte. Mets exactement le doigt sur ce qui circule, sur ce qui me dérange de pourquoi ça circule. Puis c'est de ça que je veux parler parce que, en fait, là, ce sont des allégations. Lui, il les a toutes réfutées. Mais là, ce qui se passe, c'est que je trouve qu'encore une fois, on fait des procès sur la place publique qui causent des torts sur des allégations. Là, je veux pas défendre Russell Brand. Je veux pas en train de dire je le crois ou je le crois pas. C'est pas ça. Non, tu défends un principe qui est le principe de la présomption d'innocence. Ouais. Que là, maintenant, c'est rendu qu'on fait un référendum sur la place publique et qu'on se dit est-ce que oui, on croit public ou on le croit pas? Bon, mais ça amène à certains dangers. Puis c'est de ça que je veux parler. Absolument. Un des enjeux, c'est que Monsieur Brand, depuis qu'il a été allégué, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Depuis qu'il a fait l'objet d'allégations. Donc, qu'il a tout réfuté. Mais là, tout de suite, on l'a privé de son revenu. YouTube a décidé de démonétiser sa chaîne. On a mis sur pause le contrat pour son livre, pour sa tournée aussi en humour. Et là, maintenant, il y a toutes sortes de vidéos qui circulent de lui, qui sont prises hors contexte, qui viendraient un peu donc justifier les allégations. Tu sais très bien que lorsqu'on prend des choses hors contexte, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Donc, ce premier point-là des dangers, c'est le fait que n'importe qui, peut-être quelqu'un plus de la place publique, qui se fait reprocher des choses, tout de suite pourrait perdre son revenu. Déjà là, c'est grave. Ça peut être utilisé. C'est-à-dire que mais ça peut se justifier dans le sens que, mettons, quand tu as un employeur, quand les allégations sont sorties sur Éric Salvaille, c'était quand même un peu normal que pendant qu'on étudiait les allégations qui étaient sorties, je pense que c'était dans la presse, pendant qu'on étudiait ça, que des publicitaires ou des diffuseurs soient dit, pour l'instant, on préfère se dissocier de lui. Il va y avoir une cause devant les tribunaux et quand les tribunaux seront prononcés, là, on verra si on le reprend ou pas. Donc, on peut comprendre quand même que des compagnies soient frileuses. Mais là, on n'en est pas là avec M. Brand. Mais voilà, c'est ça. C'est que des allégations. C'est pas des accusations. La police de Londres est sortie en disant qu'eux aussi avaient reçu une plainte formelle d'un autre cas qui s'était passé à peu près dans ces années-là. Bon, là, on arrive à l'autre danger que tu as souligné, qui est le fait qu'on est en train de flirter un peu avec le complot alentour du cas de Russell Brand en particulier. Et que là, j'ai peur, en fait, qu'on vienne un peu décrédibiliser finalement les victimes alléguées, puis que le discours change complètement une fois qu'on commence à s'ostiner sur la place publique. Pourquoi? C'est parce que M. Brand, avec son virage qu'il a fait depuis le début de la COVID-19, il a commencé à être il se considère comme un critique de l'actualité, des médias traditionnels. Et maintenant, il est vu par plusieurs comme étant quelqu'un qui amène la vérité, qui soulève... Le Messie.
On peut dire ça comme ça pour Ouais. ses 6,6 millions d'abonnés sur YouTube. Et là, ce qu'on dit, c'est que c'est une attaque coordonnée des médias traditionnels pour le faire taire parce que Russell Brand devient un homme dangereux parce qu'il dit la vérité. Ben et oui, c'est là, moi, que il ça a me fait ses dérange. recherches. Parce que c'est pas ça le débat. Et C'est tout ça. tourne vers là. Et donc là, ce qu'on dit en plus, c'est que l'accusation de viol devient, puis d'agression sexuelle, devient un outil pour faire taire les gens. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé de ça avant, mais là, moi, j'ai peur que ça devienne un outil de peut-être plus utilisé au détriment des victimes, évidemment. Voilà. Et que là, eux se disent, bon, mais là, maintenant, à chaque fois qu'on va entendre parler d'un viol comme ça d'une personne publique, c'est parce qu'ils essayent de le faire taire. Voilà. C'est parce qu'ils disent des choses qu'ils ne devraient Donc, pas. alors, c'est qu'en fait, on se trouve coincé entre deux extrêmes et il n'y en a pas un qui est bon. C'est-à-dire Ben non, pas que accuser quelqu'un, en fait, accorder de la crédibilité à des allégations juste parce qu'on n'aime pas la face du gars qui est visé par les allégations, c'est terrible. Et en même temps, donner le bon Dieu sans confession à quelqu'un qui est accusé de choses graves juste parce que c'est quelqu'un qu'on aime et qu'on aime les causes qu'il défend, ben ça aussi, c'est nono. Là. Il y a pas une position Mais c'est là-dedans ça. qui est intelligente. Il y a juste dans une cour de justice qu'on peut départager le vrai du faux. Oui, puis quand même, je tiens à le dire, je me trouve dans la situation probablement dans laquelle plein de gens se trouvent, l'espèce de dichotomie entre on veut croire toutes les victimes. Moi, en tant que femme, quand on me parle de ça, si mes amis, si les femmes autour de moi me parlent de ça, évidemment que j'ai envie d'y croire sur parole. Mais d'un autre côté, c'est pas comme ça que notre système de justice fonctionne. On a décidé qu'on fonctionnait avec la présomption d'innocence. Et là, moi, je me retrouve prise là-dedans. Mais il est là, le débat. Il est pas en train de se dire que là, c'est des complots des médias. Parce qu'encore une fois, nous, comme médias traditionnels, moi qui est au cœur de ça, on est décrédibilisés. Et Mais là, oui. qu'est-ce qui va se passer les prochaines fois où des femmes qui ont peut-être pas confiance au système de justice, parce que, X raison, c'est pas de ça qu'on parle, mais on sait, c'est difficile des Oui. fois, de femmes. Bon. Bon, bref. Après ça, quand ils vont continuer d'aller se confier puis qu'un bon travail journalistique va se présenter devant nous pour nous exposer des faits, tout de suite, on va dire non, nous, on n'y croit pas. Là, c'est clairement une attaque. On essaie de faire taire quelqu'un. Moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Tout à fait. Je trouve qu'on oublie les victimes alléguées. Je trouve qu'on oublie que c'est un événement qui s'est déjà produit. C'est vrai que dans le monde du show business, c'est arrivé que des hommes ont profité des femmes. C'est un schéma qu'on a déjà vu et c'est peut-être très vrai. Mais il ne faut pas décrocher de ce débat-là. Puis surtout, il faut augmenter notre esprit critique comme société pour se dire on va pas gober tout ce qu'on voit. Absolument. Et moi, je pense qu'un bon point de départ, c'est le vocabulaire. Quand on parle de ces dossiers-là, on dit, et c'est pas du tout un reproche que je te fais, bien au contraire, on dit des présumées victimes ou des victimes alléguées. Moi, j'aime bien mieux le vocabulaire qui est le vocabulaire du système de justice. Quand tu as une cause qui est présentée devant un juge ou devant un juge et jury, on dit la plaignante. Ben c'est neutre, la plaignante. On dit pas qu'elle est peut-être victime ou qu'elle est peut-être... Donc, il y a l'accusé, il y a le plaignant, il y a la partie défendresse, il y a la partie demanderesse. On devrait peut-être éliminer, justement, parce que même si tu dis à propos de quelqu'un une présumée victime, ben on reste quand même avec l'idée de victime. Alors, attendons et le mot parlons survivante également. Voilà, exactement. Voilà. Et comment elles s'appelaient, les filles, elles se défendaient en disant, tu sais, le regroupement de plaignantes là, dans l'affaire. Je me rappelle pas le nom. Bon, les courageuses. Les courageuses. Alors, ben là, c'est ça. Ben là, les courageuses, comment veux-tu être contre les courageuses? Elles sont courageuses. Merci beaucoup, Cybèle. Ça a été Cybèle Olivier, ça a été un plaisir. Je remercie aussi Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci, au revoir et à demain. Cet épisode est maintenant disponible